Monsieur Paul Meurice est mort. Vers la liberté des prix à la SNCF, le service public en question. Manifestation monstre à Téhéran pour l'ayatollah Khomeini. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un grand seigneur nous a tiré sa révérence ce matin. Paul Meurice est mort à 66 ans, terrassé par une crise cardiaque, et ce à l'issue d'une crise d'asthme en son domicile de Neuilly. Paul Meurice sera presque mort en scène. Hier soir encore, il jouait Mon père avait raison de Sacha Guitry sur la scène du théâtre Hébertot. C'était la 100e représentation. Il n'y aura pas de 101e. Les grilles du théâtre resteront fermées ce soir et la semaine prochaine. Il était distingué, hautain, inquiétant, grand amateur d'ambiguïté entre l'autorité, le charme et le cocasse. Prêtre, policier, espion, juge ou truand, du monocle au gitan, en passant par les diaboliques, Marie-Octobre ou le déjeuner sur l'herbe, le cinéma lui aura donné 80 rôles et autant de succès. Pourtant, c'est au théâtre qu'il se réalisait pleinement. On se souvient des créations de l'Hurluberlu d'Anouilh, du Sale égoïste de Françoise Dorin, de Domino de Marcel Achard, mais aussi de son passage à la Comédie Française et de ses interprétations de Coriolan et Jules César. Il était chevalier de la Maison d'honneur, mais les distinctions ne l'ont jamais privé de son sens de l'humour. Commandant Dromard, comment pouvez-vous nous expliquer votre présence dans un cirque? Et il n'y a pas ici de commandant Dromard. Je ne suis absolument pas influencé, comme vous pouvez le constater, par les personnages que j'incarne à l'écran. C'est simplement un numéro de tir que je suis tir de précision, bien entendu, que je suis en train de mettre au point pour le gala de l'Union des artistes qui a lieu le 12 mars. Ce numéro de tir, il est au point? Il se présente pas mal. Je suis malheureusement obligé de tirer sur des cibles telles que des ballons de baudruche ou des fleurs, parce que je n'ai pas rencontré encore d'acteurs qui soient des partenaires valables. Ils ne veulent pas servir de cible humaine. C'est un tout petit peu de lâcheté, mais enfin, ça n'est pas grave. Pardon de vous avoir imposé un monde que vous n'avez pas vu envie de refaire. Pardon pour les hold-up, les hippies, les happenings. Pardon pour la pub, les pubs, les snacks, le kitsch, le design. Voilà qu'il recommence à parler son jargon. Vous voyez que je ne vous avais pas menti. Le romantisme ne va pas avec mon visage. Alors donc, on me fait tourner des rôles un peu durs. Et, mon Dieu, pourquoi pas? Si je devais mourir, je préférerais que ce soit en scène que sur un plateau. Mais comme j'ai pas l'intention de mourir tout de suite, eh bien ça nous laisse le choix quand même des possibilités que je souhaite le plus tardives possible. Vous savez, la discrétion ne compte pas dans notre métier. En réalité, on joue, c'est pour qu'on vous voit. Parce que si on fait ça dans un salon, à partir de ce moment-là, on n'est plus professionnel, on est amateur. Or, nous ne pouvons pas être des amateurs, puisque je l'ai souvent dit, la différence qui existe entre un amateur et un professionnel, c'est que l'amateur vit pour faire ce métier et le professionnel fait ce métier pour vivre. C'est une différence qui est tout de même assez sensible. C'est charmant, l'occupation des locaux par les piquets de grève. On a si peu l'occasion de faire connaissance. Ah, il est à l'ail. Quoi? Le saucisson. Ça vous dérange? Oh, j'adore. C'est beau, les veillées d'armes. Mais ça creuse. Quand vous en voulez un bout? Oh, vous êtes trop aimable, je ne serais pas permis de vous le demander. Ça nous engage à rien, bien entendu. Le saucisson n'engage jamais à rien. Le vin rouge non plus, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis que le vin rouge non plus n'engage à rien. Mais ça aide bien à faire passer le saucisson. Si vous voulez, le public a plus de vénération pour l'acteur au théâtre qu'au cinéma. Et c'est la raison pour laquelle peut-être on a tendance, étant donné la vanité extrême qu'il y a en nous, à partir du moment où on a décrété qu'on serait acteur, c'est qu'on est vaniteux. Le contact direct et la récompense que nous donne le public le soir, quand il nous applaudit, c'est grisant. Pour bien dire les choses telles qu'elles sont, la modestie d'un acteur, ce n'est pas une utopie, c'est un mensonge. Eh bien, Paul semblait hier tout à fait bien, tout à fait normal, ne souffrant absolument pas.
étant très décontractés et très heureux de jouer. Nous avions comme tous les soirs une salle merveilleuse, ce qui le rendait bien sûr très heureux. Et il a même à la fin de la représentation, nous avons plaisanté ensemble. Il était parfaitement normal et bien entendu rien ne laissait prévoir l'horrible chose qui est arrivée ce matin. Paul Meurice était un très grand acteur, ça vous le savez tous, mais je voudrais signaler que c'était un très grand professionnel d'une intégrité parfaite et c'est pas souvent le cas. Il était un perfectionniste et il adorait son métier, il le faisait dans la joie et avec le plaisir d'avoir accompli une belle chose, une bonne chose. Moni Dalmès, la dernière partenaire de Paul Meurice, dont je viens d'apprendre qu'il venait de terminer un livre de souvenirs. Il venait de terminer cette semaine même. Les obsèques de Paul Meurice auront lieu mardi à 11 h en l'église Saint-Pierre de Neuilly. Et ce soir, Antenne 2 rendra à sa manière un dernier hommage au grand comédien en diffusant dans le cadre du Ciné-Club L'éducation amoureuse de Valentin. C'est un film de Jean Loth et l'un des derniers films de Paul Meurice. Ceci donc aux alentours de 23 h et à la place de La Grande Ville qui sera diffusée un peu plus tard. La Lorraine grogne encore ce soir. Il y a d'abord la poursuite de l'occupation des locaux du fisc à Longwy. Il y a aussi la préparation d'une action d'envergure de l'intersyndicale de ce bassin pour lundi. Il y a surtout le sentiment confus d'injustice. Les Lorrains se sentent pour la plupart oubliés par les grandes mesures gouvernementales destinées à venir en aide aux régions en difficulté. Et ce sont donc des habitants, des travailleurs très inquiets, très sceptiques qu'ont rencontré les 7 parlementaires qui se sont groupés dans une mission d'information pour essayer de recueillir sur place le maximum de témoignages parlementaires de tous bords. Et ce fut l'occasion pour Paul Amar, qui les a suivis, de scruter les visages et les interrogations des Lorrains rencontrés au hasard de ces entretiens. C'est un paysage digne des romans de Zola que les députés ont traversé en 3 jours. Un paysage triste et morne, mais auquel les Lorrains restent attachés. Ces cheminées, ces hauts fourneaux qui crachent leur fumée noire, c'est leur décor quotidien, c'est leur vie, et ils ne veulent pas les abandonner. C'est ce qu'ils ont dit aux parlementaires, impressionnés par le climat qui règne dans la région, par cette amertume qui s'est exprimée à Longwy, à Thionville, à Haumécourt et à Gondange, dernière étape de cette mission d'information. À Gondange, menacée par les suppressions d'emplois comme de nombreuses aciéries, au nom de l'efficacité économique, c'est la raison pour laquelle les députés ont voulu enquêter sur place. Ils s'attendaient à être accueillis par les élus de la ville, mais les grévistes de l'aciérie étaient là, eux aussi. Alors les organisations syndicales demandent que vous recevez les grévistes. Non, ils ne sont pas nombreux, Ça, il n'y a pas de problème. Je crois qu'on peut le faire là. Les députés, attentifs, ont alors écouté les métallos, les habitants, les représentants syndicaux, qui ont profité de leur présence pour dire ce qu'ils ressentaient et sur un ton souvent significatif. C'est que de la poudre aux yeux, messieurs. Et ça n'empêche que c'est du gaspillage. Alors nous, le gaspillage, on dit il y en a assez. Et j'espère que si vous êtes là, vous saurez le dire aussi qu'il y en a assez de ce gaspillage. Ce Lorrain en colère fait allusion aux millions de francs dépensés par les maîtres des forges et ne comprend pas que les investissements n'aient pu empêcher la suppression d'emplois, sentiment partagé par les anciens qui redoutent la disparition de leur industrie. Nous les anciens, qui avons été à la source, je dirais, de l'édifice, à la source de l'édifice sidérurgique dans le pays, puisque c'est à partir de nos usines qu'on a construit les Solmer, les usines hors Dunkerque et autres installations à grande capacité qu'on conserve aujourd'hui. Nous disons que nous avons à conserver notre pari. La déception est si vive qu'elle incite les plus modérés à lancer des avertissements. C'est le cas des cadres qui n'hésitent plus à envisager de descendre dans la rue et à suivre l'exemple des plus durs. Ici en Lorraine, les ouvriers ont été toujours très laborieux et ils ont défini une des meilleures productivités dans le domaine industriel. Alors il faut faire attention. Ces travailleurs, ils sont capables de descendre dans la rue et montrer leur colère. Voilà les témoignages que les députés ont recueillis et qui leur ont permis d'arriver à la même conclusion exprimée par le docteur Rossino.
un sentiment de solidarité entre l'ensemble des personnels qui sont concernés par ces difficultés, une grande inquiétude chez les élus locaux et la volonté de vouloir maintenir une capacité sidérurgique sur le terrain tout en demandant une diversification intense. D'ailleurs, M. Rossineau rencontrera la semaine prochaine André Chadot, le patron de la Datar, les ministres Giraud et Boulin, puis Raymond Barre lui-même. Plusieurs partis ont par ailleurs nommé leur monsieur sidérurgie. C'est par exemple le cas au Parti socialiste pour Pierre Bérégovoy. Deux jeunes malfaiteurs, un garçon de 18 ans et une fille de 15-16 ans, cernés pendant 3 heures dans une villa isolée en Ardèche, à Châteauneuf-de-Vernoux, après avoir tué un gendarme. 2 représentants de la loi les avaient surpris en train de dévaliser une résidence secondaire. C'est alors que le jeune homme n'a pas hésité à tirer, tuant net l'un des 2 gendarmes. Et je viens d'apprendre que ces 2 jeunes meurtriers avaient échappé pour l'instant aux forces de police. Ils ne sont donc plus barricadés dans cette ville-là. Mais de toute façon, cela ne fait qu'ajouter à la colère des forces de l'ordre d'une façon générale. Hier, par exemple, souvenez-vous, c'était un policier abattu froidement devant un commissariat à Livry-Gargan, près de Paris. Bref, les policiers en ont assez, ils vont descendre dans la rue demain, ils vont défiler dans la capitale de la Bastille et la République. Ce meeting a été filmé il y a 2 ans. La grogne des policiers s'est déjà exprimée plusieurs fois à travers des actions organisées par leurs syndicats. Mais cette fois, il ne s'agit plus seulement de revendications sur les conditions de travail ou l'augmentation des effectifs. C'est pour leur propre sécurité que les gardiens de la sécurité publique vont manifester demain de la Bastille à la préfecture de police de Paris. En une semaine, 14 policiers blessés. L'un d'eux a été tiré comme un lapin devant le commissariat de Livry-Gargan, pour rien, comme ça, par le caprice d'un truand minable. Alors ils vont montrer leur volonté de ne pas devenir les cibles de cette violence que la répression seule ne suffit pas à réduire. Ils réclament des moyens, la nuit ils sont 600 seulement pour surveiller Paris, mais aussi des mesures d'ordre général capables d'aider la police dans son rôle de service public, à l'abri de la loi et avec la considération du citoyen. Ils sont 81 000 en France, 82 000 fin 79, ils pensent que les risques du métier désormais dépassent la mesure. Hier soir sur TF1, Jacques Chirac s'est plaint du climat d'insécurité. Il a estimé que les désordres du week-end dernier dans le quartier Saint-Lazare à Paris révélaient l'existence d'un certain mal de notre temps, je le cite. C'est une véritable petite révolution qui se trame à la SNCF. Rien de ce que je vais annoncer n'est encore définitif, mais il paraît se confirmer que l'entreprise nationale pourrait bientôt avoir le droit de fixer par elle-même ses tarifs, notamment en matière de marchandises, et même de supprimer des lignes ou des gares. Ceci parce que le gouvernement souhaite que la SNCF coûte moins cher à l'État, tout comme d'ailleurs les autres entreprises nationalisées. Alors première question, la plus concrète, que va-t-il se passer pour les voyageurs? Une question posée au patron de la SNCF. Cette année, dans la préparation de notre budget 79, le conseil d'administration avait souhaité, de façon à réduire le déficit d'exploitation, une augmentation de 15%. Le gouvernement a limité cette augmentation à 7,5% applicable au 1er février. Alors, dans le contrat d'entreprise, comment vont être modulés les tarifs voyageurs et tarifs marchandises? Je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera dans le contrat d'entreprise, étant entendu que ce document n'est pas encore élaboré. Il est en cours d'examen, en cours de travail. Il est possible que nous bénéficions d'une liberté tarifaire en ce qui concerne les marchandises, comme je vous l'indiquais à l'instant. En ce qui concerne les voyageurs, les libertés que nous pourrions obtenir tendraient peut-être à nous permettre de moduler certains tarifs, notamment en vue de régler ce problème des pointes de trafic qui deviennent très difficiles du point de vue technique, comme les compagnies aériennes ont pu le faire avec le système des tarifs bleu, blanc, rouge, comme nous-mêmes nous l'avons fait avec les tarifs des trains autocouchettes. Vous allez supprimer des gares, vous allez supprimer des lignes secondaires, sur quelle base? Je ne peux pas vous dire si nous supprimerons des gares ou des lignes secondaires. Depuis plusieurs années, la SNCF n'a supprimé aucune ligne. Le problème du déficit des lignes omnibus est un véritable problème, puisque l'État, chaque année, verse 1,5 milliard de francs lourds pour compenser les charges financières de ces lignes omnibus. Il est possible que de nouvelles organisations aient lieu pour ces lignes omnibus, mais de toute manière, le sort de ces lignes omnibus est lié à la concertation avec les autorités régionales et locales, puisqu'elles sont étudiées dans le cadre de schémas régionaux de transport. Et il arrive que des collectivités territoriales
participent financièrement au maintien ou à l'amélioration de ces dessertes omnibus. Bon, comme M. Pellissier reste un petit peu vague, Philippe Sassier, j'ai envie de vous poser 2 ou 3 questions. D'abord, la première qui vient à l'esprit, est-ce la fin des entreprises nationales? Non, ce n'est pas la fin des entreprises nationales, mais c'est une modification profonde des rapports entre l'État, la SNCF, les charbonnages, Air France, etc. C'est en août 1977 que cette nouvelle politique a été décidée et elle se met petit à petit en place. Si vous le voulez, il n'y a pas un divorce, mais c'est un petit peu comme si un couple redéfinissait son contrat de mariage. Et dans ce nouveau contrat de mariage, ce contrat d'entreprise comme on l'appelle, il y a 2 grandes clauses. La première, l'entreprise a davantage de liberté, c'est-à-dire de souplesse, pour fixer elle-même ses tarifs, mais l'État garde un droit de regard, un droit de contrôle, et notamment sur ses investissements. L'objectif, eh bien, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que ces grandes entreprises coûtent un petit peu moins cher à la nation. L'an passé, l'État a dépensé quelques 30 milliards pour les entreprises nationales. Alors vous parlez des mariés, j'ai envie de vous parler des enfants, c'est-à-dire des voyageurs. Première question concrète, pour eux, est-ce que les tarifs vont augmenter? Écoutez, dans certains cas, probablement, puisque si l'État donne moins d'argent, il faudra bien que les entreprises en gagnent davantage, notamment en augmentant leurs tarifs. Et tout récemment, le ministre des Transports, M. Le Teul, a déclaré « Un service public n'est pas un service gratuit ». Mais l'État ne veut pas qu'il y ait d'un seul coup des augmentations de tarifs trop grandes. Et actuellement, les discussions entre les dirigeants de la SNCF et l'État portent justement sur cette question, afin que la SNCF ne fasse pas flamber le billet de train. La SNCF qui voulait augmenter les tarifs voyageurs de 15% et qui ne le fera que de 7,5% cette année. Alors deuxième question toujours pour les voyageurs, est-ce que la SNCF pourra supprimer des lignes sans s'occuper ensuite des voyageurs qu'elle ne transportera plus? Ça aussi c'est une question qui est actuellement débattue entre l'État et les dirigeants de la SNCF. Parce que le problème n'est pas simplement de savoir si la SNCF perd de l'argent, mais aussi de savoir si tous les Français, même ceux qui sont loin des grandes villes, peuvent être normalement véhiculés. Alors, vous vous en doutez, c'est un problème politique qui intéresse non seulement l'État, mais les régions, des communes, bref, quelques beaux débats en perspective à l'Assemblée nationale. Et pour rentabiliser davantage ses dépenses, la SNCF, vous le savez, travaille depuis longtemps sur un train de l'avenir, le TGV, qui permettra de relier Paris à Lyon en 2 heures, c'est-à-dire 2 fois plus vite qu'aujourd'hui. Un train qui fera des pointes à 260 km/h sur une voie ferrée toute neuve qui doublera l'ancienne. Jean-Claude Renaud a vécu quelques heures dans le TGV en pleine action. Voici le prototype du train à grande vitesse en gare de Strasbourg. 8 voitures articulées, encadrées par 2 automotrices à traction électrique. 375 voyageurs pourront y prendre place, dont 240 en 2e classe. Destiné à desservir le sud-est de la France, le TGV empruntera une ligne entièrement nouvelle qui doublera l'infrastructure actuelle arrivée à saturation entre Paris et Lyon. Cette ligne sera presque droite, sans passage à niveau et sans tunnel. Sur près de 400 km, le train pourra foncer à 260 km/h, un bolide sur rail plus rapide que le Tokaido des Japonais. Le conducteur n'a plus à scruter les voies, les signaux transmis par les rails s'affichent sur un écran à l'intérieur de la cabine. Dans ce train laboratoire, tout est minutieusement vérifié. L'aérodynamisme, la résistance des matériaux, l'efficacité du freinage, etc. Et en principe, la vitesse ne sera pas plus chère. Le voyageur du TGV paiera le tarif normal, sans supplément. Ce ne sera pas un train de luxe, comme l'on dit. C'est un train ouvert, je le disais à l'instant, à la première comme à la 2e classe, et dans des conditions de confort non connues encore de la 2e classe, au moins équivalentes à celles des voitures Corail, qui sont climatisées, le TGV le sera aussi, mais le confort du TGV A260 sera meilleur que celui des voitures Corail pour une bonne raison. Voyez un diagramme de la rame. Aucun voyageur ne sera sur un bogie. Les sièges sont ici, les bogies sont éloignés. On a moins de bruit dans la caisse, nous roulons en ce moment, vous l'entendez. La résistance de l'air aussi est plus faible et la consommation d'énergie de ce train sera elle aussi réduite. Elle sera à 260, celle d'un train classique roulant à 160 à l'heure. Les premiers TGV circuleront en octobre 80. 40% de la population pourront utiliser ce véritable métro interurbain. Sur Paris-Lyon, les rames partiront au rythme d'une toutes les heures, et même toutes les demi-heures en période chargée. Le voyageur de 2e classe arrivera presque aussi vite que le passager d'Air Inter,
c'est une petite révolution dans les transports. Nos dossiers étrangers maintenant, à commencer par l'Iran, bien sûr. L'Iran qui a vécu aujourd'hui une manifestation imposante, démonstration de force de la part de l'ayatollah Khomeini et de la hiérarchie religieuse, mais qui n'a pas pour autant fait vaciller le fauteuil du Premier ministre Chapour Bakhtiar. Édouard Laure est à Téhéran. Je ne crois pas qu'il soit possible ce soir de citer un chiffre. 1 million, 2 millions de personnes peut-être, pour ce vendredi, qui aura été la réplique exacte du fameux lundi de l'Achoura, y compris sur le parcours. Par groupe de 50 ou 100, les habitants de Téhéran, sans doute presque tous les habitants de Téhéran, ont convergé depuis 6 heures ce matin vers Shah Reza, la grande avenue qui traverse Téhéran d'est en ouest. À 9 heures, Shah Reza, une quinzaine de kilomètres, était noir de monde, noyé dans une perpétuelle rumeur où s'entremêlaient les slogans « Mort au Shah », « Longue vie à Khomeini », le tout repris avec autant de vigueur par les milliers de femmes que d'enfants. J'aurais été tout de même surpris aujourd'hui par deux choses. N'avoir pratiquement pas entendu de slogan hostile au Premier ministre Bakhtiar et avec la dislocation qui a commencé vers midi, avoir senti une foule qui m'a semblé beaucoup moins motivée que ces derniers jours. Oui, pour autant, l'ayatollah Khomeini a jugé la journée plus que satisfaisante quand même. L'ayatollah qui aujourd'hui encore n'a pas quitté Naufle-le-Château, comme nous le pensions, il tarde à regagner l'Iran en crise. Philippe Châtenay a vécu à ses côtés tout au long de la journée. Pour l'ayatollah Khomeini et ses partisans, ce soir marque une nouvelle victoire. Le déroulement des manifestations aujourd'hui en Iran a été suivi ici heure par heure et apporte la confirmation, selon l'ayatollah lui-même, que le peuple iranien, après avoir rejeté le Shah, rejetait la succession que ce dernier avait organisée. Plus que jamais aujourd'hui, le mot d'ordre de l'ayatollah Khomeini reste intransigeance. Aujourd'hui encore, il a refusé de recevoir M. Seyed Tehrani, le président du Conseil de Régence, envoyé spécialement à Paris par le Premier ministre pour essayer de parvenir à un accord avec l'ayatollah. La position de ce dernier reste inflexible. Vous appartenez à un conseil de régence qui est illégal, a-t-il fait répondre à Tehrani, et je ne vous recevrai que quand vous aurez démissionné. Pour l'ayatollah, le nouvel Iran ne pourra se construire que lorsque l'ancien aura été totalement balayé, c'est-à-dire quand le gouvernement Bakhtiar et le conseil de régence auront démissionné. En fait, à ce moment-là, l'Iran sera placé devant le véritable choix, Khomeini ou l'armée. Et pendant ce temps, le Shah, lui, est toujours en Égypte, l'hôte de son ami Anwar el-Sadat. Il a rencontré aujourd'hui l'ancien président américain Gerald Ford en vacances dans la région. Extrême-Orient, les autorités de Hong Kong ont enfin autorisé le Hueyong à accoster. Voilà près d'un mois que le cargo chargé de réfugiés vietnamiens était ancré au large de la colonie britannique. Et puis Israël tire de roquettes il y a 3 heures sur la ville de Kiryat Shmona, à 3 km de la frontière libanaise. Seules 2 personnes ont été légèrement blessées. Enfin, aujourd'hui, pas plus qu'hier, Valéry Giscard d'Estaing n'a pu se rendre en Roumanie. Le temps, vous le voyez, y était beaucoup trop mauvais. La visite est donc définitivement reportée début mars, du 8 au 10. Mort à Paris du général Chal, ce chef militaire de l'armée de l'air avait été l'un des 4 organisateurs du putsch militaire d'Alger en 61, avec les généraux Jouot, Zeller et puis un petit peu plus tard Salan. Un carteron de généraux en retraite, selon l'expression du général de Gaulle. Maurice Chal avait 73 ans. Avec Maurice Chal disparaît non seulement le chef, mais aussi le plus jeune des généraux putschistes, dont on revoit ici la prise de pouvoir à Alger le 22 avril 1961. Ancien commandant en chef en Algérie, ce résistant, dont De Gaulle avait fait l'artisan du démantèlement des maquis algériens, s'était juré de garder l'Algérie à la France. Des opérations sur le terrain favorables, et voilà pourtant que Paris parle d'un possible État algérien. Le retraité volontaire qu'il est alors décide de rejoindre clandestinement Alger et d'organiser le putsch. La rébellion ne durera que 3 jours. Arrêté, incarcéré, jugé par la Cour de sûreté de l'État, il sera condamné à 15 ans de réclusion à Tulle. De Gaulle l'a gracié en 66, puis amnistié en 68. Depuis, Maurice Chal s'était expliqué dans ses mémoires « Notre révolte, disait-il, était celle d'hommes qui avaient donné leur parole d'homme et ne pouvaient la trahir. » Les sports maintenant, 2 ans de suspension ferme pour le footballeur de Rennes Laurent Pocou.
Au cours d'un match de Coupe de France, il avait donné un coup de pied à l'arbitre. Et devant cette sanction, le Stade Rennais a fait appel, car si l'appel est rejeté, la carrière professionnelle de Pokou sera vraisemblablement terminée, le joueur ivoirien étant âgé de 31 ans. Football toujours, gros sous, les licenciés du Stade de Reims qui viennent déposer, vous savez, son bilan ne seront indemnisés qu'à 40%. En effet, ils ne sont pas considérés par les assédiques comme des licenciés économiques. Et puis le ski chez les dames qui se retrouvaient ce matin à Meiringen pour disputer le slalom spécial. La victoire est revenue sans grande surprise à l'Autrichienne Regina Sackel devant l'Italienne Claudia Giordani. La première Française, Fabienne Serra, se classe à la 8e place. Mais pour Daniel de Bernard, que voici, victime d'une chute dans la première manche, vous allez le voir, la saison est terminée. En effet, Daniel de Bernard souffre d'une fracture de la cheville et à 24 ans, il semble même que sa carrière soit compromise. Daniel de Bernard. Rugby, avec dans moins de 20 heures maintenant le départ du tournoi des 5 nations. La France qui affrontera l'Irlande au stade de London Road est arrivée hier à Dublin. Cela nous promet un beau festival de couleurs. D'un côté les tricolores, en face ces diables verts d'anglais, d'irlandais, mais tous unis pour manger du froggy, c'est-à-dire ces mangeurs de grenouilles que nous sommes. And still in my sorrow I see. Dublin, un peuple de la capitale, dans la nuit qui n'en finit pas. La jeunesse irlandaise, malade du chômage, noie son désœuvrement dans la bière et dans le chant. À 200 km de là, dans le nord de l'île, Belfast, déchiré par la guerre civile, ne parvient plus à cacher sa misère. Partout dans le pays, l'homme de la rue ressent cette partition de l'Irlande comme une maladie honteuse en attendant le tournoi des 5 nations qui, chaque année, le temps d'un match, crée le miracle de la réconciliation nationale. C'est ici, à Lansdowne Road, qu'Irlandais du Sud et Irlandais du Nord oublient leurs vieilles querelles sur le dos de leurs adversaires pour faire la paix des braves. Symbole de cette union sacrée par le rugby, Mike Gibson, ici à l'entraînement, dans son maillot rayé numéro 21. Aussi populaire à Belfast où il est né, qu'à Dublin où il a porté pendant 14 ans le maillot vert de l'Irlande républicaine. Situation ambiguë dans un pays où choisir son camp est une nécessité. Mon sentiment personnel, c'est que je représente l'Irlande. Je respecte le pouvoir d'une fédération qui a autorité dans l'ensemble du pays. Moi, le nordiste, lorsque je suis à Dublin, j'observe les traditions du Sud et je reconnais l'hymne de ce pays. Mike Gibson ayant renoncé à jouer contre la France pour cause de retraite internationale, c'est donc Fergus Slattery, le baroudeur, qui devient l'image de marque du rugby irlandais. Réuni en séminaire pour la première fois de son histoire, le 15 de France a espionné le jeu de son adversaire en regardant à la télé le match Irlande-All Blacks, pour s'imprégner de ce fameux esprit de combat qui fait, dit-on, la force du nouveau patron de l'équipe d'Irlande. Attention, rush irlandais. Je crois que Fergus Slattery est vraiment la démonstration de cet esprit. Chaque fois qu'un de ses camarades est blessé ou un peu fatigué, il lui dit en anglais il faut avoir de la fierté, nous sommes là pour quelque chose et il faut vraiment faire le maximum pour notre maillot. Et je crois que chaque fois, il nous donne une démonstration de courage exceptionnelle. Dans ces conditions, le match contre l'Irlande a valeur de test pour le rugby français. Après avoir perdu la saison dernière Jacques Fouroux, le capitaine du Grand Chelem, le 15 de France a perdu cette année Jean-Claude Scrella, son meilleur joueur. Dur handicap pour un groupe qui n'en finit pas de chercher sa personnalité. Pour donner un moral tout neuf à cette équipe de France, qui peut gagner tous ses matchs, comme elle peut les perdre tous, le stage qui s'est tenu ce week-end à Bordeaux, et que les Britanniques appellent le Squad System, était le bienvenu. Une bonne occasion en effet de se forger une motivation, le fighting spirit comme on dit en Irlande, un mot barbare qui n'impressionne pas Gérard Chollet, le dur de l'équipe de France. On parle beaucoup de fighting spirit à leur propos, alors qu'est-ce que ça veut dire cela ? Vous savez, moi et l'anglais, à part nos problèmes, c'est tout ce que c'est.
Ben, on verra bien. Rendez-vous donc demain à 15h50 avec Couder et Bala sur Antenne 2. Le temps, après un petit peu de verglas le matin, redoux dans l'après-midi. Vous le voyez, les températures ont remonté assez rapidement. Demain, eh bien, ce redoux se poursuivra sur l'ensemble du pays. Quelques gelées sur le nord et l'est, chute de neige possible quand même. Ailleurs, le temps sera le plus souvent couvert avec de la pluie. Les rendez-vous de l'information sur Antenne 2, 22h40, le dernier journal présenté ce soir par Pierre Alain, et puis demain, samedi et demi, avec Paul Lefebvre. Merci de votre attention, merci au nom de toute l'équipe qui m'a aidé à composer ce journal. Excellente fin de semaine, à lundi.